nous sommes devant vous ce matin pour vous faire connaître notre position et vous dire ce que nous pensons faire dans les jours qui arrivent. Mais avant, je vais vous prier de vous lever parce que nous avons perdu un de nos grands frères. Nous avons perdu un sage parmi nous, un guide. Il a été pour moi un guide ces 2 dernières années. C'est le colonel Didier Komongui, qui est professeur de médecine, professeur agrégé de médecine. Il est colonel de l'armée. Il est vice-roi à la cour de Kandji. Et pendant ces 2 dernières années, il nous a conseillés, il nous a guidés, il nous a donné de son temps, il nous a préparés à cette bataille. Et quelques jours avant ces élections, quelques semaines avant, quelques jours après le dépôt des dossiers de candidature, il a plu au Seigneur de rappeler notre grand frère, le colonel Didier Komongui, qui n'est plus de ce monde, qui est un homme de sagesse, un homme de fraternité, un homme positif qui se battait pour son pays, malgré l'âge, qui se battait pour que nous reprenions ensemble le contrôle de notre pays. Didier Komongui n'est plus de ce monde, mais son souvenir restera à jamais dans nos esprits. Je voudrais vous prier de vous lever pour une minute de silence. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président Nader Kokode, qui est président de Encore, membre du Front pour la restauration de la démocratie. Monsieur le ministre Jean-Marie Ouzou, qui est conseiller spécial, ancien ministre des Affaires étrangères, conseiller spécial auprès de notre dynamique, auprès de moi. Monsieur le professeur Léon Biobigou, le vice-président de DUD, membre important, pivot central du Front pour la restauration de la démocratie. Je vois notre collègue Nathanaël Kiti, qui est vice-président du Parti Les Démocrates, membre du Front pour la restauration de la démocratie. Je vois Madame Rebecca Dosoubete, épouse Fayon, qui est ici également vice-présidente du DUD, le parti présidé par notre grand frère, le président Valentin Atiti-Koulé, qui est président du Front. Mesdames et messieurs, je vois beaucoup de personnalités ici, le ministre Padonou, je vois beaucoup d'autres personnalités ici. Je salue chacun en vos différents grades, qualités et rangs. Ce matin, je suis venu livrer à la presse béninoise et internationale l'économie générale de notre pensée en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2021, vous dire, après ce qui se passe, ce qui s'est passé à la Sénat, qu'est-ce que nous allons faire. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin du mandat du 4e président de la République de l'ère du renouveau démocratique. Nous sommes à quelques semaines de la fin du mandat du président Talon. Mais, à moins de 60 jours de la fin de ce mandat, à moins de 60 jours de cette échéance, il n'y a que de brouillard à l'horizon, que de controverses sur l'essentiel et que d'incertitudes sur le futur immédiat de notre pays. Et pourtant, notre peuple a besoin de solutions. Notre peuple a besoin de réponses.
après des mois sur le terrain, et vous le savez, à écouter nos compatriotes de tous âges et de toutes catégories socio-professionnelles, nous savons, au moment où nous nous adressons à vous, que notre peuple, le peuple béninois, veut reconquérir son pays et veut rétablir la démocratie. Mesdames et messieurs, dans ces moments de vérité, où chacun doit prendre parti, dans ces moments de vérité où chacun doit choisir d'être ou de ne pas être, notre peuple, meurtri par 5 ans d'une gouvernance à tout le moins controversée, attend de sa classe politique, attend de son élite clarté, cohérence et fidélité. C'est pour cette raison qu'au nom des millions de Béninois qui adhèrent désormais à notre combat, nous vous livrons notre analyse de la situation, notre décision et les perspectives qui s'offrent à notre pays. 3 faits depuis le 1er février 2019, date de l'introduction par la Cour constitutionnelle du certificat de conformité dans le processus des élections législatives, nous assistons à une accélération de la dégradation du climat politique et à la mise à risque de la paix et de la stabilité dans notre pays. 3 faits majeurs ont détérioré la qualité de notre démocratie. 3 faits majeurs. Le premier facteur majeur, c'est, je le rappelle, l'élection législative du 28 avril 2019. Tout a commencé par là. L'élection législative du 28 avril 2019. Dans la perspective de cette élection, le pouvoir du président Talon a délibérément choisi d'éliminer de la compétition l'opposition béninoise et toutes les voix dissonantes dans notre pays. Résultat, la mise en place d'un parlement monocolore composé de 83 députés, tous issus de l'Union progressiste et du Bloc républicain, 2 partis politiques fondés, adoubés et promus par le président de la République. C'est la première fois, depuis les premières législatives de l'ère démocratique en 1991, c'est la première fois que l'Assemblée nationale du Bénin se trouve unanimement acquise à la cause du chef de l'État. Pas un seul opposant ni siège, aucun débat contradictoire n'est plus possible. Le sort de la République dépend désormais d'une législature qui peut, à l'abri de toute forme de contestation, voter des lois inspirées du pouvoir, notamment celles qui consolident ses intérêts et qui fragilisent ses adversaires. C'était le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le fameux dialogue tenu à Cotonou en octobre 2019. De ce dialogue ont été exclus plusieurs partis d'opposition. Les organisations de la société civile, toutes les confessions religieuses, les autorités traditionnelles et les représentants des Béninois de la diaspora. Sous prétexte d'un consensus trouvé entre la majorité présidentielle et les forces courues pour un Bénin émergent, le gouvernement béninois a préparé et accéléré plusieurs décisions controversées et a réussi, dans le dos du peuple béninois et contre les forces vives de la nation, à réviser sans débat et en toute illégalité la Constitution du 11 décembre 1990 et le Code électoral. Le dialogue, vous en convenez, a donc atteint son objectif en servant de base au durcissement de la législation d'exclusion et à la protection du pouvoir contre la volonté
populaire. Le troisième facteur, je vous ai annoncé 3 facteurs. Le troisième facteur, ce sont ces lois. Les lois qui sont votées par cette législature et qui ont vidé cette élection présidentielle de 2 principes que je voudrais vous rappeler. D'abord, c'est la liberté des citoyens de se porter candidat. Cette liberté a été anéantie. Leur droit, nos droits, de participer à la direction des affaires de notre pays, nos droits ont été entravés par des chicanes que le gouvernement a déployées tout le long du processus. Ensuite, le droit du peuple souverain, le droit de notre peuple de choisir librement ses dirigeants sans subterfuge, ce droit est aussi entravé. Le parrainage qui a été choisi à dessein par le gouvernement est donc devenu le principal moteur de l'exclusion des citoyens de la compétition électorale. À ces actes clairement hostiles à l'organisation d'une élection ouverte, libre et sincère, se sont ajoutés d'autres actes tout autant graves. Nous voudrons vous en présenter ici 2. Depuis le début, le gouvernement béninois oppose une résistance inédite, surréaliste, aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il refuse de respecter toute décision de la Cour africaine, notamment l'arrêt du 27 novembre 2020, qui recommande à l'État du Bénin de prendre toutes les dispositions, toutes les mesures afin d'abroger, je rappelle, afin d'abroger la loi du 1er novembre 2019 portant modification de la Constitution et de réformer et de se conformer au principe du consensus édicté par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance pour toute autre décision constitutionnelle, révision constitutionnelle avant toute élection. Fin de citation. C'est ce que la Cour africaine a demandé à notre gouvernement. Or, l'exécution de bonne foi de cette décision de justice par le gouvernement de notre pays aurait eu pour avantage de crédibiliser les élections présidentielles de cette année. Notre pays aurait alors renoué avec sa tradition démocratique et serait aujourd'hui en train de préparer un scrutin inclusif sur la base des règles consensuelles et avec la garantie que tous les Béninois en situation, en capacité d'être candidats, le seraient. Par ailleurs, contre toute attente, le corps électoral a été convoqué pour le 11 avril 2021. Il faut le souligner de 2 traits. C'est bien la première fois, depuis le renouveau démocratique et les élections présidentielles de mars 1991, c'est bien la première fois qu'un gouvernement au Bénin prend le risque politique de convoquer le corps électoral et de fixer l'élection présidentielle après la fin du mandat du président sortant. C'est la première fois. Or, en application de l'article 42 de la Constitution, en vigueur depuis le 11 décembre 1990, le même article, je rappelle, a été appliqué aux 3 prédécesseurs du président Patrice Talon. Je veux nommer le président Nicéphore Soglo, le président Mathieu Kérékou, le président Boni Yahi. L'article 42 qui fixe à 5 ans le mandat du président de la République, cet article a été rigoureusement et loyalement appliqué aux 3 prédécesseurs du président Patrice Talon. Alors, en application donc de l'article 42, le président Talon a été élu pour un mandat de 5 ans qui court du 6 avril 2016 au 5 avril 2021 à minuit. Il est donc clair, c'est un juriste qui vous parle, il est donc clair, sur un plan strictement constitutionnel, que le mandat du président Talon prend fin le 5 avril 2021 à minuit et que ce mandat prend fin
le 5 avril 2021 à minuit et que la convocation du scrutin présidentiel pour le 11 avril 2021 est une forfaiture. Cette prorogation frauduleuse du mandat du président de la République est un précédent grave qui présente, je pèse mes mots, qui présente pour le chef de l'État lui-même, pour les institutions de la République, voire pour le pays lui-même, qui présente un fort risque d'instabilité. Mesdames et messieurs, depuis lors, depuis que nous avons dit, depuis que nous disons, depuis que nous rappelons que la situation est extrêmement grave, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'avons-nous fait? Depuis lors, nous avons dénoncé, devant vous, nous avons dénoncé de toutes nos forces ce braquage en règle des institutions de la République. Nous avons dénoncé avec constance, la substitution par la majorité présidentielle de ces règles personnelles au patrimoine démocratique consensuellement établi par les forces vives de la nation. Depuis lors, nous n'avons pas fait que contester. Depuis lors, nous avons conseillé, nous avons recommandé. Depuis lors, nous avons mis en garde contre l'organisation de ce scrutin en violation de toutes les décisions de justice, en violation des règles et des principes que le peuple béninois s'est librement donné. Nous sommes aujourd'hui le 16 février 2021. Nous constatons que, malgré tout, nous ne sommes pas parvenus à convaincre le président Talon que la révision constitutionnelle du 1er novembre 2019 est irrégulière. Nous ne sommes pas parvenus non plus à convaincre le président de la République et son gouvernement que le système de parrainage choisi dans le contexte monolithique actuel dénature complètement l'élection présidentielle. Malgré tout, malgré l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, malgré l'évidence, le président de la République est resté jusqu'au bout, accroché au parrainage, comme le soldat en guerre est accroché à son gilet pare-balles. Mesdames et messieurs, ne soyons pas dupes. Nous parlons de parrainage, ne soyons pas dupes. On le savait. La seule raison d'être du parrainage est bien d'éloigner du président Talon tout candidat à sa succession, tout adversaire imprévisible, redoutable et capable de défier les lois de la fraude électorale et de le surprendre dans les urnes. Ne soyons pas dupes. On le savait aussi. L'un des objectifs du parrainage est surtout de permettre au président de la République, candidat à sa succession, de sélectionner, de choisir parmi les candidats des adversaires en trompe-l'œil qui en réalité n'ont aucune divergence politique avec le président et qui ne sont préposés que pour servir de faire valoir. Ne soyons pas dupes. Une troisième fois. Cela aussi, nous le savions. La finalité ultime du parrainage est de priver le peuple béninois d'avoir le choix entre des courants politiques opposés, d'avoir le choix entre des hommes et des femmes de tempéraments différents, d'avoir le choix entre deux conceptions de l'État, d'avoir le choix entre deux visions du pays, deux projets politiques clairement et loyalement opposés. Voilà pourquoi, malgré l'opposition d'une immense majorité de notre peuple, malgré la mobilisation des corps constitués de la nation, des autorités traditionnelles et religieuses, le gouvernement béninois prend le risque d'engager le pays dans un troisième scrutin complètement délégitimé. Au total, contre vents et marées, le gouvernement a maintenu les lois controversées et antidémocratiques. Et pourtant, malgré ce diagnostic que je viens de vous livrer, que
nous savions, et vous savez que nous le savions, la situation du pays, malgré ce diagnostic, et malgré notre opposition sans ambiguïté aux actes du gouvernement, le Front pour la restauration de la démocratie a décidé d'engager avec le candidat Patrice Talon la confrontation dans le cadre de cette élection présidentielle. Pour quel objectif? Pourquoi avons-nous fait le choix, malgré le tableau que je viens de vous présenter, pourquoi le Front a fait le choix de traquer au sol le président Talon et de prendre la décision de le battre avec ses propres lois? Pourquoi? En vérité, l'objectif de notre stratégie, qui consiste à présenter un candidat, malgré tout, l'objectif est d'empêcher le gouvernement, l'Union progressiste et le bloc républicain. Notre objectif est de les empêcher de prétester de notre refus de participer aux élections et de profiter éventuellement de notre absence du jeu électoral pour dérouler leur plan. Et pour cette raison, le Front pour la restauration de la démocratie, collectif de l'opposition béninoise, a désigné ses candidats et vous les a présentés. Ces candidats ont donc présenté à la Sénat un dossier complet. Nous avons présenté à la Sénat un dossier complet comprenant toutes les pièces, y compris les quitus fiscaux et la quittance de paiement au trésor public de la caution de 50 millions. Et je voudrais préciser que même si le gouvernement avait mis la caution à 1 milliard, on l'aurait payé parce que nous tenons à libérer notre pays. Mesdames et messieurs, nous venons de vous dire que nous avons déposé à la Sénat un dossier complet, comprenant toutes les pièces, certificat de nationalité, acte de naissance, quitus fiscal, caution payée. Nous avons tout déposé. Mais la Sénat doit la vérité et toute la vérité à notre peuple. La Sénat doit préciser, sans entretenir le moindre amalgame, surtout les candidats, qu'il ne manque aucune pièce au dossier de candidature de l'ambassadeur Moïse Kérékou et moi-même. Tout y était, sauf le parrainage qui a été confisqué par les deux partis du président Talon et qui ont délibérément, nous disons bien délibérément choisi de ne pas les donner aux candidats opposés à sa politique. Le pouvoir a choisi de ne pas libérer les parrainages, mais le pouvoir a choisi de les distribuer à quelques alliés présentés comme étant nous. Or, vous le savez vous-même, nous, c'est nous. Et le peuple béninois, seul juge de l'élection, sait que face au président Talon et à sa politique, il n'y a que nous qui combattons à visage découvert depuis 5 ans l'injustice. Et face au président Talon, il n'y a que nous qui avons préparé et proposé à notre peuple un projet démocratique, un projet social, un projet de stabilité et de développement à nos compatriotes. Mesdames et messieurs, je voudrais enfin revenir à ce qui a été allégué par le pouvoir et par un certain nombre de députés devenus très actifs, visiblement gênés dans leur conscience et sachant ce qu'ils font au pays. Contrairement aux allégations du pouvoir, je voudrais le repréciser ici, certains candidats ont bel et bien pris contact individuellement avec députés et maires susceptibles de les parrainer. Nous disons bien, certains candidats ont bel et bien pris contact avec députés et maires susceptibles de les parrainer. Ainsi, guidés par la recherche de la paix, beaucoup de députés voulant pour leur pays une élection apaisée, voulant pour leur pays une élection ouverte,
beaucoup de députés et maires ne souhaitant pas que cette élection soit une occasion de trouble, beaucoup parmi eux ont dit massivement oui, avant de constater que leur liberté de parrainer est un miroir aux alouettes, une vaste supercherie. Cette liberté n'existe en vérité. La liberté de parrainer qui est proclamée par les deux pouvoirs, les deux partis du pouvoir, la liberté de parrainer que certains députés viennent expliquer à la télé. Je suis prêt à parrainer un opposant, je suis prêt à parrainer un opposant, je ne parrainerai pas le président Talon, moi je veux parrainer un opposant. Cette liberté n'est, je le rappelle, qu'un miroir aux alouettes et une vaste supercherie. Elle n'existe que sur les lèvres des dirigeants de leur parti. Ainsi, ceux qui ont fait les démarches parmi les candidats, ceux qui ont fait les démarches individuelles auprès des députés et des maires, non seulement ils n'ont pas obtenu le parrainage, pire, soit ils ont été humiliés, soit des députés, notamment des députés de l'Union progressiste, leur ont reproché de ne les avoir pas approchés. Je connais beaucoup de candidats, et hier, un des candidats qui est à la tête d'un parti politique a bien expliqué la misère et l'humiliation qui lui a été infligée au siège de l'UP. Depuis quand un candidat doit aller chez ses adversaires, se faire recevoir par ses adversaires, leur expliquer ses sources de financement de sa campagne et doit leur dire les idées qu'il a, comment il compte battre leur candidat avant de se voir parrainer. Depuis quand? Voilà la situation qui a été imposée à certains. Le président Nadin Kokode est là. Nadin Kokode était parti dans la course, lui aussi a décidé de prendre le pouvoir au mot et, comme il dit, d'éprouver le système. Il a été reçu dans les sièges des partis. Je vous fais économie des questionnaires, des questions qui lui ont été posées. C'est humiliant, c'est indigne de notre pays. Et j'ai dit aux délégations étrangères qui sont arrivées, j'ai rappelé à la CEDEAO, j'ai dit à M. Jean-Claude Kassibrou, président de la commission de la CEDEAO, j'ai dit, Monsieur le Président, vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, le RHDP désignerait son candidat, désigne son candidat et doit être obligé d'aller présenter au PDCI le candidat, son programme, ses sources de financement avant d'avoir le droit de se présenter à l'élection présidentielle. J'ai posé la même question à une autre personne, membre de la délégation qui est d'origine nigériane. Je lui ai dit, est-ce que vous pensez, vous trouvez normal que le PDP, le parti du président Obasanjo, désigne son candidat et soit obligé d'aller au siège de EPICI, le parti du président Boari, pour aller chercher l'autorisation d'être candidat? La situation que nous impose l'UP et le BR, cette situation est inédite. Elle n'existe dans aucun pays africain. Même chez le maréchal Déby, ses opposants ont le droit de se présenter. Même chez le président Biya, ses opposants ont le droit de se présenter. C'est la raison pour laquelle c'est totalement incompréhensible que des députés continuent de venir à la télévision expliquer que les autres doivent d'abord venir les voir pour avoir le droit d'être candidat dans une élection présidentielle. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, ce qui se passe au Bénin, je le répète, ne se passe dans aucun pays africain. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait au front? Nous avons rappelé qu'il y a certains candidats qui individuellement ont pris l'initiative de rencontrer des députés. Ils sont là, certains. Mais la démarche du Fonds pour la restauration de la démocratie a été de juger de la pertinence de leur projet de société et en conséquence le droit de les sélectionner pour être candidats en face de lui.
cette négociation que voulait nous imposer le gouvernement est contraire, mesdames et messieurs, à toutes les idées que nous nous faisons de la démocratie. Négocier avec l'adversaire de l'Union progressiste, avec nos adversaires, c'est-à-dire l'Union progressiste et le bloc républicain, pour avoir le droit d'être candidat en face de leur candidat. Avouons que c'est au-dessus de nos forces. Ça, c'est ma position personnelle. Mais, c'est le plus important, pas de discipline de groupe, pas de discipline de groupe. Nous avons laissé le front, nous avons laissé faire le front qui a décidé de prendre le pouvoir à son jeu. Ainsi, suivez-moi très bien, s'il vous plaît, je sollicite vraiment votre attention. Ainsi, le 4 février 2021, les partis Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement, présidé par le président Valentin Arditi-Kouré, et le parti Grande Solidarité Républicaine, présidé par le président Antoine Vissetobé Guédou, deux formations politiques régulièrement enregistrées au ministère de l'Intérieur et disposant de leur récépissé. Ces deux partis ont investi le 4 février deux candidats. L'un au poste de président et l'autre au poste de vice-président. Et le duo du front, composé de l'ambassadeur Moïse Kérékou et nous-mêmes, ce duo a été présenté à l'opinion. Ça, c'est le 4 février 2021. Le 5 février, soit le lendemain, immédiatement, le 5 février, M. Antoine Vissetobé Guédou, président du parti GSR, parti légalement constitué, a, au nom du Front pour la restauration de la démocratie, il a saisi par exploit d'huissier, en date du 5 février 2021, il a saisi au nom du Front, et cet exploit a été transmis le même jour, c'est-à-dire le 5 février 2021, à M. Abdoulaye Biotchani, secrétaire général national du bloc républicain, et à M. Bruno Amoussou, président de l'Union progressiste. Le 5 février donc, M. Guédou, président de GSR, au nom du Front, a saisi les deux partis pour une raison simple. Le Front les a informés de la désignation de leur duo et leur a demandé de faciliter l'obtention du parrainage à ce duo. Donc, au 5 février, les deux partis au pouvoir qui ont le monopole du parrainage ne pouvaient plus ignorer que deux partis d'opposition ont investi un duo de candidats et qu'ils tiennent à ce que ces candidats soient dans la course à l'élection présidentielle. Les deux partis du président ne peuvent pas dire qu'au 5 février 2021, ils ne peuvent pas ignorer que deux formations régulièrement créées, enregistrées, ont désigné un candidat au nom du collectif de l'opposition et que ces candidats doivent être dans l'élection. Mesdames et messieurs, pour ne pas parler en l'air et pour ne pas vous donner le sentiment, de parler en l'air, je voudrais vous présenter ici les deux exploits d'huissier qui ont été transmis le 5 février 2021 à M. Abdoulaye Biotchani et à M. Bruno Amoussou. Transmis le même jour, envoyé par un chef de parti politique pour leur dire: messieurs, vous avez dit que vous souhaitez que l'élection soit inclusive, vous souhaitez que ce soit une fête. Eh bien, l'opposition a désigné un duo
Si vous êtes fort, allons à l'élection. Voici les deux espoirs du ciel. Et pourtant, les deux partis n'ont pas réagi. Le Front n'a reçu ni parrainage, ni réponse, simplement. Et vous aurez constaté que lorsque les députés qui sont très actifs sur les médias, dans les médias, lorsqu'ils en parlent, ils n'évoquent jamais l'exploit du ciel, le courrier qui leur a été transmis dans les délais et auxquels ils n'ont jamais répondu. Ils n'en parlent pas. Alors, face à la volonté du pouvoir d'exclure l'opposition, face à la volonté du gouvernement de se frayer un chemin, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Mesdames et messieurs, capituler? Collaborer? Est-ce qu'il faut se rendre à l'adversaire qui a braqué la démocratie et qui veut tordre le bras au peuple souverain? Est-ce qu'il faut se compromettre en se rendant complice de cette forfaiture? Est-ce qu'il faut renoncer? Ou est-ce qu'il faut avancer courageusement avec la foi? De mobiliser nos compatriotes sur l'ensemble du territoire autour de la démocratie et du développement. Pour cela, pendant près de 2 ans, à travers un dialogue itinérant, nous avons partagé cet engagement pour la démocratie, cet engagement pour le développement et pour la justice. Nous avons partagé cet engagement avec des centaines de milliers de citoyens à travers près de 200 rassemblements organisés sur l'ensemble du territoire national. Notre objectif, pourquoi nous l'avions fait? Malgré les risques, malgré les menaces, pourquoi nous l'avons fait? Notre objectif était d'infléchir la décadence de notre démocratie et d'aider notre pays à réconcilier ses enfants, dont certains, hélas, sont morts et d'autres sont jetés en prison ou contraints à l'exil. Notre but, à l'époque, notre but était d'aider à apaiser les tensions dans le pays, à mettre fin à l'injustice qui frappe hommes et femmes, jeunes et plus âgés, organisations politiques, sociétés civiles, fonctionnaires du public comme salariés du privé, artisans comme femmes de marché. Alors que nous sommes maintenant prêts à la fin du dialogue itinérant et à l'ouverture de l'échéance fatidique des présidentielles, alors que nous sommes prêts, le pouvoir poursuit sa politique d'exclusion. Néanmoins, que ce soit très clair, nous sommes déterminés à prendre part à ce scrutin. Nous sommes déterminés à prendre part à ce scrutin parce que à partir d'aujourd'hui commence une autre bataille. Nous y sommes préparés. Nous y sommes préparés. Et la vague populaire que nous avons réussi à lever dans tout le pays et dans la diaspora, cette vague, mesdames et messieurs, a désormais la force nécessaire pour gagner ce combat. Depuis la décision de la Sénat d'exclure du scrutin toute l'opposition, il apparaît clairement maintenant à l'opinion nationale et internationale que le gouvernement veut opérer un passage en force, que le gouvernement veut tordre le bras à notre peuple pour lui extorquer le pouvoir. Face à ce énième forfait, nous nous battrons de toutes nos forces
je le rappelle, face à ce énième forfait, nous nous battrons de toutes nos forces pour que cette élection ne soit ni privatisée, ni volée aux Béninois. Nous nous battons. Nous nous battrons pour défendre notre droit de citoyen d'être candidat à l'élection présidentielle de notre pays. Nous nous battrons toujours et encore pour que notre volonté de nous mettre au service de notre pays ne dépende pas de nos adversaires. Au moment où nous nous adressons à vous, nous savons que le peuple béninois n'acceptera pas une troisième élection vendangée et bâclée pour tenir à l'écart les électeurs et les empêcher de sanctionner ceux qui méritent de l'être et d'accorder leur confiance à qui le mérite. Au moment où nous nous adressons à vous, nous savons que le peuple béninois, nourri à la démocratie depuis 30 ans, nous savons que ce peuple défendra par tous les moyens constitutionnels son droit de choisir librement ses dirigeants. C'est pour toutes ces raisons que nous invitons le gouvernement à privilégier la voie du dialogue, la voie de la sagesse et la voie du consensus, et nous l'invitons à prendre deux mesures. Nous l'invitons à prendre deux mesures urgentes. La première mesure, c'est la première mesure qui sonne comme une évidence, c'est de débarrasser le pays du parrainage. Première mesure urgente que nous recommandons au gouvernement, c'est de débarrasser le pays du parrainage. Car dans ce contexte quasi monolithique, les dégâts du parrainage sont désormais là devant nous tous. Infantilisation des députés et des maires, humiliation de la classe politique, entrave à la liberté de candidature des citoyens, bref, privatisation de l'élection. Par conséquent, il faut courageusement s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser, d'ailleurs, comme eux-mêmes, ils l'ont fait le 2 juin 2020, lors des élections communales, quand ils ont été capables, pour leurs propres intérêts, en plein processus électoral, de retourner au Parlement, de modifier la loi pour leur permettre de nommer des maires. Ce que nous leur demandons aujourd'hui est très simple. Nous leur demandons de débarrasser le pays du parrainage par l'adoption d'une loi dérogatoire modifiant le code électoral et permettant de reporter l'application du parrainage au présidentiel après le renouvellement du Parlement et des conseils communaux et municipaux à l'issue d'élections libres et pluralistes. La deuxième mesure, tout aussi importante, que nous recommandons au gouvernement, c'est le réaménagement immédiat du calendrier électoral afin de permettre l'organisation de l'élection dans les délais constitutionnels et d'éviter à notre pays le vide juridique après le 5 avril 2021 à minuit. Mesdames et messieurs, au regard de la gravité de la situation, et prenant conscience des risques que font courir la poursuite de cette politique d'exclusion et le démantèlement de notre héritage démocratique, nous voudrions inviter avec solennité, avec gravité, l'ensemble des forces politiques, les organisations de la société civile, les forces vives de la nation à se tenir prêts pour défendre dans un élan patriotique et avec les moyens que nous offre la Constitution du 11 décembre 1990, nous leur demandons de se tenir prêts à défendre l'héritage de la conférence nationale. Dans ces circonstances, il est d'un devoir
de faire barrage à toute politique fondée sur l'exclusion, à la confiscation du pouvoir et au retour déguisé au monolithisme. À tous nos compatriotes du Bénin, à tous nos compatriotes de la diaspora, qui malgré l'isolement sont restés connectés à notre pays, qui malgré le fait de vivre à l'étranger, je parle de nos compatriotes de la diaspora, qui donnent ce qu'ils peuvent donner pour aider à l'intérieur, que le pays retrouve sa dignité, à tous du Bénin et de l'extérieur. Nous leur renouvelons nos remerciements pour leur dévouement, pour votre dévouement à la cause de notre commune patrie. Nous les assurons de notre détermination à poursuivre avec la même foi en l'avenir de notre pays, le combat en vue, c'est très important, en vue de l'avènement à la tête de notre pays d'un gouvernement démocratique, un gouvernement acquis aux résolutions de la conférence nationale, un gouvernement respectueux de notre peuple, un gouvernement respectueux des lois que ce peuple s'est librement données. Je voudrais pour finir remercier nos compatriotes, les journalistes qui sont ici, vous remercier de votre témérité, vous remercier malgré tout d'être là, pour le travail que vous faites, pour le rôle qui est le vôtre, que sans vous, la chaîne de la démocratie va se rompre. Le groupe auquel j'appartiens, le Front pour la restauration de la démocratie, voudrait dire encore une fois, notre foi dans le quatrième pouvoir, comme on dit, la nécessité de votre indépendance, de votre autonomie, que vous serviez comme vous l'avez toujours fait et comme vous devrez le faire encore plus. Je n'ai pas de leçon à vous donner, que vous serviez la cause de la démocratie, la cause de la liberté, parce que si vous n'êtes pas là, l'on pourrait tuer la démocratie sans que personne ne lève la voix. Nous comptons beaucoup sur vous et je voudrais vous le dire encore une fois, mes remerciements pour ce que vous avez apporté, malgré tout, aux quelques voix dissonantes qui sont restées dans le pays, à les faire entendre pour montrer que la démocratie n'est pas morte. Elle ne mourra jamais. Nous y sommes attachés parce que désormais la démocratie fait partie de l'identité du Bénin.